20h24 dans les studios de la Voix de la Révolution à Bujumbura. C'était l'éditorial du jour que vous venez d'entendre. En actualité nationale la plus brûlante encore, le président de la République et secrétaire général du parti UPRONA, le colonel Michel Micombero, a accordé vendredi après-midi une interview aux journalistes de la presse internationale et nationale relative aux tristes événements qui ont endeuillé notre chère patrie au début du mois de mai. Devant des journalistes et caméramens de l'Office de la radio-télévision française et de la presse nationale, le chef de l'État et du gouvernement a annoncé que la paix était rétablie dans tout le pays. Écoutez plutôt l'interview que le colonel Michel Micombero a accordée à notre confrère de l'ORTF, Jean Loudominieux. Monsieur le Président, première question. Estimez-vous que les Tutsis aient été victimes d'un véritable génocide? Je commencerai d'abord par remercier le gouvernement français, avec lequel la République du Burundi entretient des relations d'amitié et de coopération très fructueuses. D'avoir bien voulu vous envoyer au Burundi pour vous rendre compte de la réalité et ainsi pouvoir informer objectivement l'opinion publique française et internationale. Pour répondre à votre question, il convient de jeter un regard en arrière. Le Burundi n'est pas un État créé par la colonisation. Cette population vivait en symbiose depuis des siècles sous une même autorité. Parlaient la même langue, avaient la même culture, partageaient les mêmes conditions économiques. D'ailleurs, actuellement. Les divisions ethniques datent de la période coloniale. Elles ont été exacerbées au moment de l'indépendance et ont atteint leur sommet en 1965. À cette époque-là, l'ethnie, du moins, pour corriger un peu le terme, parce que c'est un terme que je n'aime pas employer, le Barundi d'ethnie Hutu avait pratiquement le pouvoir entre leurs mains. C'est-à-dire la majorité des membres du parti, la majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat, sans oublier le gouvernement où le Premier ministre était de Burundi d'origine Hutu et la majorité des portefeuilles entre les mains des Barundi d'origine Hutu. Le coup d'État de 1965 ne s'est pas contenté de s'attaquer au pouvoir, ce qui pouvait s'expliquer, mais a déchaîné le massacre des populations d'origine toute, femmes et enfants, et dans les mêmes conditions d'atrocité que celles prévalant actuellement. Vous pouvez donc constater que l'ambition des Barundi d'origine Hutu de cette époque n'était pas seulement de prendre le pouvoir, puisqu'ils en avaient déjà, mais d'éliminer physiquement leurs frères d'origine Tutsi. Le coup d'État manqué de 1969, si on peut l'appeler ainsi, visait exactement les mêmes objectifs, mais l'action a été étouffée dans l'œuf. La tentative de cette année a été un degré de préparation et d'organisation beaucoup plus perfectionné que les précédentes. D'abord, l'intention du génocide ressort très clairement des documents saisis et en particulier de nombreux tracts trouvés dans les poches des rebelles. Je crois que vous avez l'occasion de voir la traduction, puisque le tract a été écrit en Kirundi. Cette intention s'est bien matérialisée par les faits, par les atrocités commises dans les régions sinistrées. Mutilation, crucifixion, empalement, non pas seulement des hommes adultes et des femmes, mais aussi des enfants. Par ailleurs,
Le nombre de victimes des baronnies d'origine Tutsi s'élève à plus de 50 000. Chiffre connu d'après les équipes de volontaires chargées d'inhumer les morts. Vous voyez clairement donc que sans l'intervention de discrimination de l'ethnie Tutsi auraient été consommés plus de morts des baronnies d'origine Tutsi qui ne voulaient pas marcher avec. Selon vous, Monsieur le Président, quelle a été l'origine, quels ont été les moyens et quel était le but de l'attaque lancée le 29 avril? Les organes de la presse ont déjà répondu très largement à votre deuxième question, dans la mise au point qu'ils ont distribuée à la presse. Et d'ailleurs, dans la réponse que j'ai donnée à la première question, il y a une partie de réponse qui peut répondre, qui peut satisfaire à votre deuxième question. En bref, je peux vous dire que les assaillants se sont entraînés en dehors de notre territoire. Ils étaient environ 25 000, dont plusieurs minoristes. D'ailleurs, cela s'explique très aisément parce que toute la population a été surprise. Ils étaient drogués, armés de machettes, de serpillettes, de mafieux, de cocktails Molotov et de très nombreuses armes automatiques. Et, heureusement pour nous, la plupart ne savaient pas s'en servir. Quant au but qu'ils poursuivaient, ils l'ont clairement expliqué eux-mêmes dans les tracts dont je viens de vous parler, et j'ai suffisamment répondu dans la première question. Selon vous, Monsieur le Président, jusqu'où allaient les complicités des assaillants au sein de la population? Avez-vous une idée de leur nombre? Et quels moyens avez-vous dû mettre en œuvre pour reprendre la situation en main? Les complicités étaient nombreuses, mais il est bon de constater qu'une grande partie très importante est restée attachée à la cause nationale, donc à l'unité. C'est ainsi que les groupes d'autodéfense civile étaient composés dans certaines régions en majorité de baronnies d'origine Hutu, qui ont poussé les assaillants aux côtés de leurs frères Tutsi. Par conséquent, la défense de la population et du territoire a été assurée à la fois par l'armée nationale et par la population qui s'est organisée en groupe d'autodéfense. On vous a, au cours de la reprise en main, Monsieur le Président, accusé d'avoir cautionné un génocide. Est-ce une attaque à laquelle il est possible de répondre? Mais d'abord, malgré que je ne sois pas français, je ne suis pas d'accord avec la définition qu'on donne au génocide. Normalement, le génocide, je crois que vous connaissez mieux la définition que moi, puisque c'est votre langue, ça vise les enfants, les femmes et les hommes. Donc tout le monde. Et je peux vous assurer, et je crois que vous l'avez constaté, et vous l'avez entendu, il n'y a que les coupables qui sont poursuivis pour avoir organisé justement le véritable génocide. Le président de la République, le parti et l'administration sont responsables devant la nation et l'histoire de l'intégrité territoriale du Burundi et de l'unité de ses habitants. En présence d'une agression extérieure mettant en danger non seulement le pouvoir, mais encore visant à exterminer une partie de la population, les pouvoirs publics avaient non seulement le droit, mais le devoir de repousser l'attaque et de châtier les coupables. Faut-il affirmer que la responsabilité est individuelle et non collective? Seuls les coupables ont été châtiés et les innocents épargnés. Sans toutefois oublier que le pays était en guerre et que beaucoup de personnes ont été plutôt victimes de l'agression des rebelles. D'autre part,
nul mieux que le président de la République, responsable du destin national, n'a plus conscience que la force d'un pays réside dans sa population. En tant que chef de l'État de tous les Barundi, sans distinction d'ethnie, il a pris toutes les mesures pour qu'aucun innocent ne soit inquiété. Ainsi, beaucoup de malfaiteurs qui ont voulu profiter de la situation pour se livrer au pillage ou procéder à des règlements de compte ont été aussi sévèrement châtiés. Aurait-il été possible de rétablir, Monsieur le Président, la situation avec des moyens uniquement psychologiques? Vous pouvez vous-même répondre à la question. Avec près de 25 000 rebelles, armés jusqu'aux dents et décidés à mettre le pays à feu et à sang, le chef de l'État ne pouvait pas faire face à cette situation avec des discours uniquement. Cependant, il a été possible de rétablir la situation par des moyens psychologiques et c'est ce qui a limité les dégâts. Dès que les organes d'information ont pu fonctionner, notamment la radio, les populations ont pu savoir et juger les événements. Mais vous comprendrez qu'avec les drogues qui animaient les assaillants et le nombre d'étrangers qui ne comprennent pas notre langue, des moyens psychologiques ne pouvaient pas avoir d'effet. Votre régime, Monsieur le Président, a mis en cause un impérialisme. De quelle hégémonie s'agissait-il? Le Burundi compte beaucoup d'amis, mais certains pays, dans leur soif de puissance et de domination, cherchent à nous diviser, à nous affaiblir. Cependant, leurs attaques ne font que nous aguerrir. Quel que soit le camp auquel appartiennent ces pays, je peux vous affirmer que la République du Burundi a opté pour le non-alignement et la non-émission dans les affaires intérieures des autres États. Pensez-vous, Monsieur le Président, que le Burundi et son régime présenteront, après cette crise, le même visage? Bien sûr, le pays a souffert, en perdant bon nombre de ses enfants, mais d'un autre côté, le Burundi possède suffisamment d'énergie pour penser ses blessures et promouvoir les conditions de paix, d'unité et de progrès. Le pouvoir a déjà pris des mesures pour assainir la situation. Dans cette tâche, nous comptons non seulement sur nos propres forces, mais aussi sur l'amitié et la coopération de nombreux pays, mais de nombreux pays amis, dont la France. Dernière question, Monsieur le Président. Croyez-vous que la situation politique dans votre pays est maintenant totalement rétablie, et cela pour combien de temps? Sans aucun doute, la paix est rétablie sur toute l'étendue de la République. Bien que les ennemis extérieurs continuent toujours à semer la confusion et à diviser les Barundi. Le peuple burundais tout entier reste attaché aux institutions établies. Et sans aucun doute, la vie reviendra rapidement à la normale et plus longtemps. Mais je dois vous dire que nous devons rester vigilants, surtout que nos ennemis sont venus de l'extérieur. Vous venez d'entendre l'interview que le colonel Michel Micombero, président de la République du Burundi, a accordé à notre confrère de l'Office de la radio-télévision française, Jean-Loup Dominieux.